Je pense qu'on a la majorité des Français qui souhaitent rentrer dans la démarche que leur propose Éric Zemmour. Et même d'ailleurs des musulmans, tels que la main tendue qu'il a pu avoir hier au Trocadéro sur les musulmans en disant « mais évidemment, j'ai rien contre votre religion, mais ce que je souhaite tout simplement, c'est que vous ayez une religion qui soit compatible avec notre pays, avec notre tradition, avec notre histoire, avec nos valeurs ». Mais je pense que la plupart des gens qui sont dans notre pays souhaitent rentrer dans cette démarche. Ils ne souhaitent pas être stigmatisés en disant « vous êtes moitié français, quart de français, parce que vous comprenez, vous avez une culture qui n'est pas forcément en ligne avec la nôtre ». Non, ils leur proposent de devenir complètement français. Nous sommes, chers amis, au lendemain d'un meeting mythique, historique, place du Trocadéro à Paris. Nous sommes le 28 mars 2022 et nous avons le grand plaisir, l'honneur de recevoir une des figures de la politique française, de la droite française, assez méconnue encore du grand public, et c'est bien pour ça que nous l'invitons aujourd'hui, qui est quelqu'un qui a à la fois un ancrage local fort, puisqu'il a été conseiller régional des Pays de la Loire pendant très longtemps, mais aussi un ancrage national, puisqu'il a lancé Sens commun, qui est devenu le mouvement conservateur, qu'il a été au bureau politique des Républicains, qu'il est maintenant chez Reconquête, il est porte-parole et aussi coordonnateur régional. Donc il a vraiment les deux casquettes depuis longtemps. Sébastien Pilard, bonjour. Bonjour, c'est gentil pour cette présentation flatteuse. Bah, c'est pas flatteur, je pense que c'est vrai, et les Français vont vous découvrir grâce, j'espère, à cette vidéo qui vont regarder en grand nombre. Vous avez dit récemment préférer votre pays à votre parti, et c'est une formule tout à fait gaulienne que nous apprécions particulièrement évidemment à Reconquête, et vous avez donc rejoint Éric Zemmour pour le soutenir dans sa candidature, dans cette campagne qui est difficile, mais qui est tellement fondamentale pour le pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème ? C'était une décision qui s'imposait. Parce que qui finalement était dans un... Quand j'ai vu la situation des Républicains, notamment la candidature de Valérie Pécresse émerger, je me suis dit que de toute façon jamais j'allais pouvoir faire sa campagne, étant donné qu'elle avait quitté notre famille politique lorsque Laurent Wauquiez était président du parti à l'époque, parce que selon elle, Laurent Wauquiez était trop à droite. Hein. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez, étonnamment, avait sorti un tract, d'ailleurs je me souviens très bien, pour que la France reste la France, qui est aujourd'hui slogan d'Éric Zemmour, et Valérie Pécresse et ses soutiens lui avaient dit c'est un slogan d'extrême droite, voilà, alors que c'est tout simplement un slogan de droite et en fait finalement une conviction de droite. Et donc je me suis tout simplement, Éric Zemmour, je le connais depuis un certain temps, et lorsque Éric Zemmour est allé s'est porté candidat, annoncer sa candidature, c'était un choix qui s'imposait tout simplement parce que les Républicains en fait migraient de plus en plus vers le centre et que le seul candidat de droite, moi qui suis attaché aux convictions de droite pour que la France reste sur la France, une vision de la France finalement qui doit être enracinée dans des convictions profondes de droite, notamment sur l'immigration, aussi sur l'économie, ce soutien à Éric Zemmour s'est imposé. Mais c'est pas simple, c'est-à-dire que quitter sa famille politique, c'est un déchirement, on a des amitiés, moi je conserve des amis qui sont restés aux Républicains, et évidemment c'est une décision qui est lourde, mais qui s'imposait à moi. Et quand j'ai vu en plus Éric Zemmour, le connaissant un petit peu, voir le courage de cet homme qui finalement a jamais rien demandé à personne, était éditorialiste au Figaro, chez CNews. Il a porté le drapeau des convictions qu'il porte actuellement dans la campagne présidentielle avec force et conviction. Je me suis dit, cet homme qui prend autant de risques pour son pays, comment moi je pourrais rester sur le bord du terrain, quoi. Donc il faut que je descende sur le terrain pour l'aider, lui passer un coup de main. Et puis en plus, cette campagne est fabuleuse. Elle est peut-être difficile parce qu'en effet, on est sous les feux croisés à la fois de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde essaie de nous attaquer, crée des polémiques absurdes. Encore hier, alors qu'on fait le rassemblement le plus incroyable de cette campagne, 100 000 personnes, une foule, une ferveur absolument fabuleuse. C'est-à-dire que moi, avec une grande émotion, toutes les personnes qui ont eu la chance, comme moi, de monter sur le podium, on pouvait voir cette foule absolument à perte de vue. Et voilà, on est pour deux mots scandés par quelques militants, certainement malheureux. On a des polémiques, on en oublie finalement la ferveur du Trocadéro, mais nous on était là, donc nous on l'oublie pas. Et finalement les images parlent d'elles-mêmes. C'est un mouvement, franchement, je pense que le grand moment de cette campagne. Donc cette campagne est certainement difficile parce que on est sur les feux croisés de nos opposants, mais elle est formidable parce que on sent la ferveur
des convictions portées par Éric Zemmour, on sent son courage et surtout on sent une équipe qui est incroyable. C'est-à-dire qu'avec tous ceux qui l'ont rejoint, on est bien dans une équipe et on est au service d'un candidat et au service de nos convictions pour la France. On vous a vu hier sur la scène, en effet, aux côtés de Marion Maréchal. On sentait vraiment l'osmose entre tous les soutiens, le public. C'était vraiment... Il faut qu'on évacue ces 11 secondes dont vous venez de parler, puisque les médias mainstream ont calculé ça au dixième de seconde près. On avait 4 heures de meeting, mais c'était ces 11 secondes qui comptaient du slogan dont vous avez parlé. Évacuons ça pour nos téléspectateurs, parce que véritablement, je pense que ça vaut pas le coup d'en parler. Mais allez, une dernière fois, de votre point de vue. Bah, c'est un aveu de faiblesse énorme de la part de nos opposants. C'est que s'ils savent que s'ils ont que ça à dire sur le meeting d'Éric Zemmour, c'est qu'ils finalement eux-mêmes sont incapables d'organiser un tel meeting et surtout sont incapables de faire un tel discours avec autant de force, avec autant de conviction sur l'assimilation, sur la main tendue vis-à-vis des musulmans, sur finalement le fait qu'avec Éric Zemmour, j'insiste, pourquoi aussi Éric Zemmour, parce que c'est pas un homme du sérail, c'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui a fait des constats et qui aujourd'hui met ses convictions au service du redressement de la France et pour sauver la France. Et donc c'est la garantie finalement qu'Éric Zemmour, partant de ces constats, mettra vraiment en pratique ses propositions pour la France. Et donc voilà, je pense que c'est un aveu de faiblesse de leur part, voilà. Mais personne n'est dupe. Alors, on sent bien que la plupart des personnes ont envie qu'il n'y ait pas de campagne, envie de galvauder cette campagne, et on est les seuls à faire campagne, et donc on se laissera pas faire. Et vous pouvez compter sur tous les porte-paroles, en tout cas pour aller sur tous les territoires français avant le premier tour, mais aussi entre le premier et le second tour, pour aller porter la bonne parole et aller convaincre les Français que Éric Zemmour sera notre futur président de la République. Alors, parlons un petit peu de vous maintenant, Sébastien. Réformer ce qu'il faut, conserver ce qui vaut. C'est le mot de Disraeli. Et vous l'avez fait vôtre, je crois, dans une interview. Beaucoup l'avaient fait avant vous, mais vous le faites vôtre. Qu'est-ce que le conservatisme aujourd'hui ? Vous êtes toujours conservateur, vous avez créé Sens commun, qui est devenu donc mouvement conservateur, comme on le disait au départ. Qu'est-ce que c'est que le conservatisme ? Et est-ce que, à votre avis, Reconquête est un mouvement conservateur ? Question très difficile. Le conservatisme, pour moi, je pense que beaucoup de personnes ont leur propre définition, mais c'est qu'il y a une continuité. Bon. Le conservatisme, c'est en effet changer ce qui doit être changé, conserver ce qui doit être conservé, ce qui est beau, ce qui crée du sens. Et finalement, en fait, on voit bien, quand je vais répondre à votre deuxième question aussi, c'est que c'est ce clivage entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Éric Zemmour positionne en tout cas son programme, son projet pour la France, sa vision pour la France dans une continuité historique. Il dit bien, voilà, il faire référence à des références historiques, qui est une continuité, de ne pas tout changer et de conserver finalement ce qui doit être conservé fondamentalement, voire même de restaurer ce qui doit être restauré. Parce que finalement, le conservatisme aussi, on voit bien que la société dans laquelle on vit aujourd'hui ne nous convient pas, donc on n'est pas là pour la conserver, on est là aussi pour la restaurer, on est là pour la réparer et on est là pour sauver la France. Mais quoi qu'on en dise, Éric Zemmour est dans une continuité historique. Il est là pour dire, si moi souvent quand je résume le programme d'Éric Zemmour, c'est aussi pour pouvoir qu'on puisse transmettre la France à nos enfants et nos enfants, celle qui nous a été transmise par nos parents et nos grands-parents. Et d'ailleurs hier, il en a fait référence, c'est-à-dire que notamment lors de son appel vis-à-vis des retraités ou des personnes un peu plus âgées des Français qui disent mais en effet, vous faites souvent vous référence à la France de votre jeunesse et finalement aidez-nous à sauver la France et aidez-nous à restaurer la France pour qu'on puisse transmettre cette France que vous avez connue, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, pour qu'on puisse la transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Et donc ce conservatisme est là, c'est-à-dire que c'est la conservatisme sur nos paysages, sur notre histoire, sur notre ruralité. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un des piliers fondamentaux dont on parle pas suffisamment chez Éric Zemmour, c'est la ruralité. La ruralité qui, c'est le seul d'ailleurs à en parler. Et pourquoi il en parle ? Parce qu'en fait, la ruralité, la France sans la ruralité ne serait plus la France. Et on voit bien que tout cet impact qu'il met en disant il faut repeupler la ruralité, il faut repeupler nos campagnes, il faut permettre aux jeunes foyers de pouvoir s'y installer. Parce que, en fait, c'est une conception de la vie qu'il a. C'est une conception de la vie qui est enracinée. En fait, on voit bien un des gros marqueurs et clivages entre Macron et puis Éric Zemmour, c'est aussi il souhaite une France enracinée, des Français enracinés, alors que Macron est beaucoup plus sur une France mondialiste, déracinée, des grandes métropoles, qui finalement, ceux qui peuvent vivre partout, mais donc nulle part. Non, à la campagne, d'ailleurs, on voit bien, c'est ce qui les embête à tous ces progressistes, c'est que
à la campagne, il y a quand même des valeurs profondes qui se transmettent de génération en génération. Et lorsqu'on est enraciné dans un territoire, enraciné dans une terre, dans un terroir, enraciné dans une famille, fondamentalement, on est comment dire, on est beaucoup moins bercé par le progressisme. On est enraciné dans un jeu de valeurs et dans des convictions profondes qui nous construisent et qu'on va transmettre. Et donc c'est ce clivage fondamental qui, pour moi, fait que c'est ce vrai clivage qu'il y a dans cette élection présidentielle, en fait, entre le progressisme et le conservatisme, mais le conservatisme qui intègre une vision de la nation profonde. Ouais, les somewhere et les anywhere, hein, comme disait Attali, et avant lui quelqu'un d'autre. C'est curieux d'ailleurs, parce que Macron est un provincial, Zemmour est plutôt un parisien, enfin banlieusard, mais parisien donc. Et en fait, c'est l'inverse, hein, c'est lui qui enracine et c'est Macron qui déracine. C'est très intéressant ce que vous nous dites. On pourrait peut-être même dire que Reconquête est un mouvement réactionnaire, au fond, dans le bon sens du terme. Oui. Enfin, je pense que finalement, moi qui ai été... Vous savez, moi j'ai eu deux vies, je pense que mais j'ai eu une première vie assez standard où j'étais très intéressé par les vies politiques françaises, mais finalement pas du tout engagé. J'avais le profil classique, école, travail, famille, mais sans forcément avoir une carte ou être engagé, avoir même passé la première porte d'un meeting politique. Moi, je me suis engagé dans la métapolitique à travers la Manif pour tous. Et c'est d'où la création après de Sens commun. Et d'où après l'engagement politique. Et je pense qu'en effet, lorsque ils avaient dit avec la Manif pour tous, c'est un peu le 68 à l'envers, mais 68 à l'envers, un peu l'émergence d'une génération qui souhaite pas, en tout cas, rentrer dans une continuité progressiste liée à mai 68, je pense qu'on en est là, en effet. Et donc si c'est une réaction par rapport à mai 68, qui on voit bien, aujourd'hui on est dans une société qui porte les stigmates encore de mai 68 et on en subit complètement les conséquences, mondialistes, immigration, des valeurs à tout point de vue familial, bioéthiques qui sont un peu galvaudées. Même en tout cas repris, ça c'est une réaction, voilà, une réaction fondamentalement, et c'est pour ça que le conservatisme, c'est-à-dire que si c'est conservé tel qu'elle est, la société telle qu'elle est, et juste dans la continuité, non. C'est une conservation et même une réaction, en effet, pour pouvoir reconstruire et restaurer des valeurs, des convictions, puis même l'école, par exemple, lorsqu'on parlait d'école, de pouvoir remettre l'instruction, par exemple, au cœur de l'école, restaurer l'école, parce que l'école est évidemment un vecteur d'assimilation. Voilà. Et Éric Zemmour en est un modèle. Voilà. Et je pense que lui, quand il parle de l'école, et c'est ce qui m'a créé français, c'est le fait que je suis comme je suis, moi, le juif berbère, venant d'Algérie, c'est évidemment l'école qui l'a créé comme ça. Et donc, il souhaite tout simplement pouvoir faire profiter aux jeunes Français aujourd'hui l'école qu'il a connue. Voilà. Et pas par passéisme, ou pas par... c'est tout simplement parce que c'est la bonne école pour que ces gens-là, que les jeunes puissent finalement être instruits, apprendre le français, bien compter, pour pouvoir avoir toutes les armes pour réussir dans la vie et surtout devenir français. Ouais, l'école est la mère de toutes les batailles. Hein. On en est tous convaincus à Reconquête. Romain Gary disait, et Éric Zemmour l'a cité hier au Trocadéro, hein, je n'ai pas une goutte de sang français dans les veines, mais la France coule dans mes veines, pardon. Oui, et c'est exactement ça. J'avais demandé à Laurence Trochu quelle réforme sociétale on pouvait attendre d'une présidence Zemmour si la divine surprise se produisait le 24 avril, c'est-à-dire si enfin quelqu'un de sérieux et qui pense à son pays arrivait aux affaires. Quelle réforme sociétale sur un plan... vous entendez le sous-texte de ma question. Bien sûr. Alors, il y a les réformes concrètes, mais il y a aussi l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est de dire, en fait, arrêtons de subir. Arrêtons que la droite arrête de penser un peu comme la gauche, avec quelques mois ou voire même quelques années de retard. Parce que finalement, c'est ça qui se produit depuis le début. Moi, je me souviens, quand j'ai créé Sens commun chez les Républicains, ils étaient tous contre le mariage pour tous et l'adoption pour tous. Quelques semaines plus tard, ils étaient, en disant bon, ok, on va pas revenir sur la loi, mais attention, la PMA, là pour le coup, c'est la ligne rouge. Et quelques années plus tard, la PMA, pas de problème, mais attention, la GPA, c'est la ligne rouge. Et finalement, personne ne les croit plus. Et la question, c'est déjà d'arrêter cette poussée progressiste, et puis, moi, potentiellement, d'avoir le courage de reculer. Et c'est en ce sens que Éric Zemmour est très intéressant, parce qu'il a ce courage de dire sur la PMA, je reviendrai là-dessus. Ça serait historique. Jamais c'est arrivé en France d'avoir en fait une avancée, ce qu'ils appellent une avancée sociétale, et de revenir en arrière. Mais donc l'état d'esprit est fondamental.
l'état d'esprit, parce que moi je reste opposé au mariage, et notamment à l'adoption pour tous. Bon. Mais ce retour en arrière est fondamental parce que ça laisse sous-entendre que finalement on va arrêter de subir. On va arrêter finalement de subir ces poussées progressistes sans avoir la capacité de revenir en arrière. Et après, je pense que sur le plan sociétal, mais même social, c'est-à-dire que d'avoir conscience que le pilier fondamental de la société, c'est la famille. Donc d'avoir, par exemple, le quotient familial, la remontée du quotient familial, les allocations familiales, voilà, le doublement exactement, les allocations familiales universelles, de prendre conscience que finalement, oui, les enfants sont bien pour la société, il faut qu'à nouveau relancer la natalité et que le pilier fondamental de la société, c'est la famille, mais c'est aussi dans la même perspective qu'il propose une bourse famille pour la ruralité, par exemple. C'est ce qui me semble très important parce que des jeunes foyers qui veulent les fameux 10 000 euros. Les 10 000 euros sur 3 ans, ou de repeupler la ruralité, permettre à des foyers d'avoir des enfants en réalité, me semble être un paramètre fondamental de l'équation. Mais Sébastien, comment est-ce que vous expliquez qu'au lieu d'adopter une politique nataliste depuis 30 ou 40 ans, la France ait eu recours à l'immigration massive comme si c'était le cautère sur une jambe de bois et qu'avec ça on allait régler les problèmes de natalité et faire remonter artificiellement notre taux de natalité? C'est exactement ce qui se passe en fait. Très compliqué de répondre à cette question, mais je pense que ce modèle qui était finalement de nos grands-parents de familles nombreuses, avec, quand on disait famille nombreuse de 3-4 enfants, était finalement devenu un modèle complètement has-been, notamment avec mai 68. Et donc on est tombé finalement avec des familles uniquement de 2 enfants et un taux de fécondité en France qui était de 1,8 en fait, je crois, 1,8, 1,7. Et donc on voit bien que le nombre d'enfants qui finalement naissent en France sont pas suffisant, tout simplement pour faire face à la génération, ce qu'on appelle les boomers, qui partent à la retraite. Et donc fondamentalement, il y a eu cette tendance-là. Et puis après, le deuxième point qui est fondamental aussi, je pense, c'est que on a laissé sous-entendre dans les années 80 que les Français avaient vocation uniquement à avoir des emplois, je dirais, des cols blancs, quoi. Enfin, des emplois très techniques, ingénieurs, et que surtout les emplois un peu durs, physiquement notamment, d'ouvriers, d'artisans, étaient réservés, n'étaient pas forcément pour les Français et devaient être réservés finalement à une autre population. D'ailleurs, c'est ce que dit typiquement Valérie Pécresse, qui devrait choquer tout le monde. C'est que lorsqu'on lui dit on stoppe l'immigration, mais comment vous allez faire pour nettoyer les rues, nettoyer les bureaux, tous ces boulots dont les Français ne veulent pas. Mais ça devrait être extrêmement choquant parce que c'est un propos raciste. En fait, l'essence m'entendre que finalement, ces boulots-là seraient réservés à des personnes qui ne seraient pas françaises. Moi, ça me choque. Voilà, ça n'a pas été retenu. Je pense que si Éric Zemmour avait dit le 10e de ça, il se serait fait épingler pendant à peu près une semaine. Mais donc voilà. Donc je pense que on se doit en tout cas de remettre la valeur travail, voilà, au cœur de l'échiquier et au cœur de notre politique. Et évidemment, dans ce cas de figure, il faut aussi que ces emplois soient bien rémunérés. D'où la cohérence en fait du projet d'Éric Zemmour, c'est-à-dire que on va arrêter l'immigration, permettre aux gens de revenir au travail, mais il faut que ce travail soit bien rémunéré et qu'il récompense le mérite. Et je pense que dans ce cas de figure-là, il y a énormément d'emplois qui aujourd'hui sont presque réservés à des étrangers, en fait, finalement, si on entend Valérie Pécresse, et que des Français qui vont à nouveau pouvoir être réintéressés les Français, parce qu'ils paieront, parce que c'est des emplois intéressants. Moi, j'ai dirigé pendant longtemps les entreprises industrielles. Dans l'industrie aujourd'hui, il y a vraiment des emplois qui sont intéressants, des boulots intéressants, qui sont bien rémunérés, et il faut que les jeunes Français, en tout cas, se réintéressent à ces emplois-là à travers l'apprentissage, la formation professionnelle, et tout ça dans le programme d'Éric Zemmour. Lorsqu'on nous dit que son programme c'est uniquement l'immigration, non, son programme il est cohérent sur tous les plans. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, par exemple, sur l'apprentissage, il souhaite remettre l'apprentissage dans le ministère de l'Industrie, qui est le gros ministère de l'Industrie, sachant qu'il va faire de l'industrie la priorité nationale sur la partie économique, donc de mettre l'apprentissage dans ce ministère-là pour qu'il y ait une adéquation entre les besoins et les ressources. Vous voyez,
Donc voilà, je pense que c'est tout ça, c'est qu'à la fois une évolution sociologique et une destruction un peu de la famille depuis mai 68, où finalement la famille c'était devenu complètement has-been, et puis aussi une évolution de la valeur travail chez les Français qui fait que on a perdu un peu ce goût de l'effort, mais tout simplement aussi parce que l'effort n'était plus récompensé par des salaires, parce que aussi la tendance de l'immigration, évidemment, c'est d'avoir une tendance à la baisse, telle que c'était d'ailleurs dénoncé par le Parti communiste dans les années 80, une tendance à la baisse sur les salaires. Et ça, je pense que c'est une tendance ça s'alimente. C'est une tendance un peu mortifère, surtout à tout point de vue, c'est que plus les salaires baissent, moins les Français ont envie de travailler sur des métiers un peu pénibles, et l'objectif, là, on reboucle un peu avec ce qu'on disait sur le sociétal, c'est de réinverser la tendance. C'est pas uniquement de conserver ou de dire on arrête et on va, limiter la casse. C'est d'inverser la tendance. Voilà. Et donc d'augmenter les salaires, réintéresser les Français sur métiers industriels ou un peu plus pénibles physiquement pour pouvoir justement ne pas que ces emplois ne soient pas réservés à des étrangers qui, encore une fois, me semblent être, tels que a pu le dire Valérie Pécresse ou Attali, sont des propos qui me semblent profondément racistes. Mais c'est vrai qu'on est passé de la politique familiale à l'immigration et on revient à la politique familiale et à l'industrie. Tout est lié finalement. Et la question que je me pose et que tous les Français, je pense, se posent, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière ? Est-ce que les naturalisations massives qui ont eu lieu ces 20 dernières années n'ont pas rendu les gens finalement complètement assistés et le travail est devenu quelque chose de finalement secondaire puisque l'État supplée par ses allocations généreuses et parfois plus que le SMIC, comme Éric Zemmour le dit souvent. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut revenir vraiment en arrière sur la valeur travail, sur la politique familiale et avec peut-être une immigration zéro, comme le propose le candidat? J'en suis convaincu, et si je pensais qu'on pouvait pas revenir en arrière, tomberais dans une résignation, une fatalité, et donc je ne ferais pas de la politique. Vous savez, la politique, ça peut parfois un peu rude, et donc je préférerais, dans ces cas-là, si c'était dans une continuité, et si on continuait à subir les choses, j'ai une vie professionnelle complètement épanouie, une vie familiale assez dense aussi, donc voilà, je pense sincèrement qu'on peut inverser les choses, parce que pour deux choses, c'est-à-dire que déjà, avec Éric Zemmour, l'avantage c'est que c'est pas un professionnel de la politique. Et donc, vous savez, mais on le voit aussi dans les entreprises, dans les associations, c'est qu'il y a plein de raisons pour ne rien faire. C'est-à-dire que quand vous avez un projet de changement, de rupture, vous allez toujours avoir une quinzaine de personnes qui vont vous dire non, ça c'est trop compliqué, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et donc les bonnes raisons pour ne rien faire, il y en a pléthore. Non, Éric Zemmour en fait a une vision pour la France et donc fondamentalement il va la mettre en œuvre. Voilà. Et je pense qu'il fallait quelqu'un comme lui, un peu hors du système, qui n'est pas un professionnel de la politique, qui n'a pas été élu pendant 20 ans pour pouvoir le mettre en œuvre, parce que au risque d'avoir des professionnels de la politique qui sont finalement tous s'auto-censurent, être un peu touchés par le syndrome de Stockholm. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, évidemment qu'on peut faire des choses. Lorsque Éric Zemmour, dans son discours au Trocadéro, parle d'assimilation, je pense que la grande partie des étrangers qui ont des papiers chez nous voudraient être assimilés. S'ils sont venus en France, c'est pas pour vivre comme dans leur pays. S'ils sont venus en France, c'est pour qu'on puisse leur transmettre notre culture, notre histoire, notre langue, qu'on puisse leur donner toutes les armes pour pouvoir réussir dans notre pays et qu'ils deviennent totalement français et même plus français que les Français finalement. Et donc je pense qu'on a la majorité des Français qui souhaitent rentrer dans la démarche que leur propose Éric Zemmour, et même d'ailleurs des musulmans, telle que la main tendue qu'il a pu avoir hier au Trocadéro sur les musulmans, en disant « mais évidemment, j'ai rien contre votre religion, mais ce que je souhaite tout simplement, c'est que vous ayez une religion qui soit compatible avec notre pays, avec notre tradition, avec notre histoire, avec nos valeurs. » Et je pense que la plupart des gens qui sont dans notre pays souhaitent rentrer dans cette démarche. Ils ne souhaitent pas être stigmatisés en disant « vous êtes moitié français, quart de français, parce que vous comprenez, vous avez une culture qui n'est pas forcément en ligne avec la nôtre. » Non, il leur propose de devenir complètement français, avec une assimilation totale à notre histoire et à notre langue et à notre culture. Donc je pense que rien n'est perdu parce que la majorité de Français sont derrière cette démarche-là. Sauf que, encore une fois, les politiques se sont auto-censurés. Tout simplement parce que les politiques ont tendance à ne pas dire la vérité, à aller dans la facilité, leur dire potentiellement ce que l'interlocuteur a envie d'entendre, alors que cet interlocuteur a parfaitement conscience
que la bonne démarche, c'est celle d'Éric Zemmour. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est encore convaincre. Donc, et sur l'immigration zéro, il n'y a aucune raison. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre en œuvre? On nous explique tous les jours que ça serait impossible. Évidemment, il y aura toujours des étudiants sélectionnés sur le volet pour pouvoir rentrer dans notre pays ou comment dire, des réfugiés, évidemment, c'est pas la question. Mais de stopper l'immigration finalement économique, l'immigration de masse. Ça, je vois pas en quoi ça serait pas possible. C'est-à-dire qu'on l'a fait depuis avant les années 80, c'était fait tout le temps, et là depuis les années 80, ça serait plus possible. Donc, vous voyez bien, je pense qu'il y a aucune résignation, aucune fatalité, mais ce qu'on nous laisse sous-entendre, en effet, les médias un peu mainstream, c'est qu'il y a une certaine résignation et finalement rien ne serait possible. Et il faudrait juste avoir une différence de degré par rapport à Macron. En fait, c'est ça la clé. En fait, Macron se positionne avec les médias sur « je suis central sur l'échiquier politique ». Et si vous voulez être crédible, il faut avoir qu'une différence de degré par rapport à moi. Et d'ailleurs, à droite, quand j'étais aux Républicains, c'était ça. Est-ce qu'on a une différence de degré? Ou une différence de nature? Ou une différence de nature, absolument. Et si on a une différence de degré, dans ces cas-là, on peut gouverner avec Emmanuel Macron. Si on a une différence de nature, on n'est pas Macron compatible. Moi, je ne suis pas Macron compatible. Mais aujourd'hui, on voudrait nous persuader que si on a une différence de nature par rapport à Emmanuel Macron, on ne serait pas crédible ou finalement ce serait impossible et totalement déconnecté par rapport à ce qui est possible de faire. Moi, j'en suis convaincu que non. Et Éric Zemmour est en train de le démontrer et on est en train de convaincre et de fédérer les Français autour de notre projet. Et donc, je pense qu'en effet, si Éric Zemmour est président de la République, ça va vraiment changer. On prouvera à la France entière, mais pas qu'à la France d'ailleurs, dans tous les pays qui nous entourent, qui sont finalement dans une certaine continuité, vivent ça avec une certaine facilité, que c'est possible et que c'est la France qui va finalement montrer l'exemple à l'Europe et puis potentiellement au monde. C'est-à-dire que les frontières sont fondamentales en France et que si on en oublie les frontières, malheureusement, c'est notre pays qui périclite et le concept même de France n'a plus aucun sens. Oui, l'assimilation est le contraire du racisme, disait hier Éric Zemmour, et il l'a dit un certain nombre de fois ces dernières années. Il faut que les Français finissent par l'entendre, je pense. Revenons-en à vous. On va boucler la boucle. Je disais que vous aviez un ancrage local et un ancrage national, évidemment. Chez Reconquête, vous êtes porte-parole. Et vous êtes aussi coordonnateur régional donc de la région que vous connaissez par cœur, les Pays de la Loire. Est-ce que vous arrivez à concilier vraiment les deux, parce que en termes d'emploi du temps, mais aussi en termes de complémentarité des tâches? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une force d'avoir ces deux casquettes? Ou est-ce que c'est compliqué à gérer pour vous et peut-être pour le parti aussi de vous avoir donné ces deux fonctions? Alors, c'est compliqué et c'est une force. Voilà, donc les deux. C'est compliqué évidemment parce qu'avec Éric Zemmour, en tant que porte-parole, on est partout en France. Voilà, on se déploie dans toutes les réunions publiques. Donc, demain j'ai une réunion publique à La Baule, mais après-demain je suis à Arcachon. Après j'ai Dijon, je crois, et puis Reims. Enfin bref, donc on est bien dans une projection un peu nationale, et donc pas forcément très simple finalement d'être souvent dans les Pays de la Loire. Après, je suis pas tout seul. J'ai une adjointe qui fait un boulot remarquable, et puis il y a toute une équipe autour de moi. Donc, et donc finalement, l'appareil tourne vraiment très bien. Et puis d'ailleurs, c'est remarquable en fait finalement ce qui s'est passé chez Reconquête, parce que la création du parti date de début décembre. En 3 mois, ce qui a été mis en place, c'est absolument remarquable. Je pense qu'en termes de campagne, on fait une campagne que moi, chez les Républicains, j'ai jamais connue. Donc en termes d'appareil, en termes de tract, en termes de collage d'affiches, en termes de meeting, en termes de ferveur militante, j'ai jamais connu ça. Et ça en 3 mois de temps. Alors, donc on voudrait nous faire dire qu'on est à 9% ou 10% dans les sondages, mais quand on voit la ferveur des sympathisants, c'est absolument impossible. Et une force aussi, parce que finalement, ça permet aussi de ne pas être déconnecté, de voir si tout ce qui est décidé au plus haut lieu, là-haut, au national, ça redescend bien, selon quel message, est-ce que les tracts fonctionnent, et donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que cette campagne, je passe pas autant de temps que sur le terrain que j'aimerais en passer. Parce que, en effet, je suis projeté assez souvent dans des meetings, des réunions publiques un peu partout en France. Donc le cumul des mandats vous concernant vous va bien?
est plutôt une force qu'une faiblesse, même si vous avez peu de temps pour gérer les deux. Alors, dernière question pour ma part, vous qui êtes très proche du grand homme, hein, vous êtes proche d'Éric Zemmour, vous êtes vraiment dans son premier cercle, je le sais. Comment va-t-il au lendemain du Trocadéro, avant d'aborder cette dernière ligne droite, ces derniers 15 jours si importants pour notre pays avant le premier tour? Déjà, Éric Zemmour, en effet, je le connais et j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui régulièrement, notamment dans le cadre de cette campagne. Et déjà, c'est un homme absolument remarquable. Je le dis avec sincérité, c'est que c'est quelqu'un qui sait écouter, qui met de la joie de vivre dans nos réunions, qui sait consulter, qui sait réorienter si c'est nécessaire, enfin bref, qui sait se remettre en cause, et ça c'est vraiment fabuleux. Et pour moi c'est vraiment moi qui ai vu un certain nombre de personnes soit se présentant à la présidence de la République, soit un ancien président de la République qui les côtoyait, c'est que je pense que cette capacité en tout cas de se remettre en cause, et d'écouter, de consulter sincèrement, c'est une grande qualité d'homme d'État. Et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux, parce qu'on avait dit en effet qu'au mois de décembre, rappelez-vous, il allait être fatigué, qu'il n'allait pas tenir toute la campagne déjà, mais je pense qu'il a une énergie qui est folle, et surtout énergie qui est folle, il a une santé incroyable. Au Trocadéro hier, il a su transmettre en tout cas une force et une ferveur que j'avais jamais entendue, et pourtant, et malgré le fait qu'ils subissent la campagne la plus difficile, parce qu'il est sur les feux croisés de tous nos opposants, et donc il est sans arrêt en train d'être stigmatisé et caricaturé, et donc de répondre à des polémiques. Ses interviews sont à chaque fois des matchs de boxe où finalement on voit bien que la grosse différence qu'il peut y avoir entre Éric Zemmour, la manière dont est traité Éric Zemmour, ou Valérie Pécresse, voire même une Marine Le Pen, où ça passe finalement tranquillement, lui c'est un match de boxe, donc à chaque interview il est obligé de se mobiliser, se préparer et finalement mettre tout ce qu'il a dans le ventre, et il le fait remarquablement bien sur la constance. C'est un marathonien mais qui court un 100 mètres sur 40 km ou 42, et c'est incroyable. Et je pense que là il est vraiment dans un schéma où, vous savez, c'était Nicolas Sarkozy qui disait souvent là on est à fond, maintenant il faut accélérer, et ben là c'est vraiment ça. Voilà. On est à fond et on va encore accélérer, parce qu'on a 2 semaines pour convaincre les Français, et qu'Éric Zemmour sera au second tour, et qu'après on aura 2 semaines pour gagner la présidence de la République. Oui, c'est un sportif, hein. Il nage beaucoup, il joue au tennis très bien, on l'a vu sur notre chaîne puisqu'on a passé un petit clip, mais hier au Trocadéro, c'était vraiment, moi qui connais un peu la scène, c'était vraiment une performance de sportif de très haut niveau, vraiment c'était impressionnant, et dans tous ces meetings il donne autant, et il va continuer. Donc merci 1000 fois Sébastien Pilard de cet entretien chaleureux et surtout très instructif et motivant pour non seulement les abonnés de notre chaîne, mais tous les téléspectateurs, tous les Français qui ne sont pas encore décidés, qui réfléchissent avant ce premier tour. Merci à vous. Je vous laisse quand même le mot de la fin, votre pronostic pour le 10 avril. Moi j'ai une conviction, c'est qu'on sera au second tour et qu'on va gagner l'élection présidentielle. Donc ça on s'engage pour ça. Et on est ultra motivé, ultra mobilisé. On fait chacun, tous les porte-paroles font à peu près 3, 4, 5 meetings par semaine. On est sur tous les territoires, et ce que je vois sur tous les territoires, c'est partout en France, c'est qu'on soit dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans le centre ou dans l'ouest, ou enfin partout, c'est qu'il y a une mobilisation qui est absolument incroyable. Je vais donner un exemple, c'est que vendredi dernier j'étais avec Stéphane Ravier dans la Sarthe, mais vraiment dans un monde rural, il y avait plus de 200 personnes, vous voyez. Donc, et jamais les Républicains auraient mis 50 personnes dans cette même salle, même du temps de François Fillon, vous voyez. Donc, alors qu'on était sur ces terres. On était sur ces terres, exactement. Donc voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une mobilisation qui est folle. Évidemment qu'on va arracher ce second tour, c'est une évidence. Et évidemment qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui veulent être convaincues, en tout cas, hein, qui doivent être convaincues. Il y a à peu près 50% des Français qui ne sont pas décidés. Il y a, quand vous discutez avec les gens, notamment des gens qui étaient plus côté LR, qui sont intéressés par Éric Zemmour et qui n'osent pas forcément le dire, voilà, d'une manière un peu cachée. Voilà, je pense sincèrement, je crois sincèrement à ce vote caché.
Le Trocadéro marque le début de cette campagne, réelle campagne où les Français vont vraiment se décider. Finalement, tout ce qui s'est passé avant, c'était un peu de la pré-campagne où chacun prenait position. Voilà. Là, on est vraiment rentré dans le dur. Il reste 15 jours et on a besoin de chacun d'entre vous, chacun des conquérants de Reconquête, mais aussi chacun des sympathisants et des personnes qui sont convaincus aujourd'hui d'aller convaincre les Français, d'aller convaincre dans leur proximité que Éric Zemmour doit être le futur président de la République. Et comme ça, Éric Zemmour sera le futur président de la République française. C'est magnifique comme conclusion. Alors qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter, hein? On peut lui souhaiter évidemment le second tour, d'être élu et ensuite de pouvoir changer ce pays parce que vraiment, il le mérite. Alors, vive la République et surtout... Vive la France. Vive la France. Merci Sébastien. Merci à vous.